concerne, j'ai été consultant politique publique pendant 25 ans. J'ai enseigné à la Fondation des sciences politiques de Paris pendant plus de 12 ans aux dirigeants de la fonction publique, et jusqu'à ce que je me rende compte que euh, l'intelligence, la créativité que je mettais, surtout la pédagogie, au service de la fonction publique, du bien commun, étaient détournés par les hauts responsables de la fonction publique pour leurs propres intérêts personnels de carrière. Et je me suis rendu compte avec les années qui passent que toute cette intelligence, elle ne servait pas à, à l'évolution, mais continuait dans le système involutif eh bien, à la spéculation, à la prédation et donc à la dégradation de la biodiversité. Donc, je me suis dit, je ne peux pas continuer à mettre cette intelligence au service de quelque chose d'involutif. Et en 2011, quand j'ai découvert la vidéo de Claude Elia Bourguignon sur Vie et mort des sols, par des scientifiques authentiques, j'ai eu la confirmation que je nourrissais, je participais à nourrir un système involutif. Et c'est là que j'ai découvert, en faisant de la veille stratégique sur la sécurité alimentaire, le mouvement citoyen anglais Incredible Edible à Tom Morden, que des mères de famille avaient réussi à atteindre 83% d'autonomie alimentaire en 3 ans par le partage, par de l'agriculture urbaine open source. J'ai débranché la prise du système dans lequel j'étais et je me suis mis, je les ai contactés. J'ai appelé Marie Clear en décembre 2011. J'ai dit, je me propose de me mettre à votre service pour importer le mouvement en France et le développer à l'international. Comme c'est mon métier, la pédagogie et la participation citoyenne avec l'éducation populaire, donc j'interviens à grande échelle, à l'échelle des territoires, au niveau local, départemental, régional, national et international. J'ai dit, si vous voulez, on va couvrir le monde de tout cela. On m'a dit, bah ok, servez-vous, c'est gratuit, on est bienvenus, on a besoin de gens comme vous. Et donc à partir de là, eh bien, j'ai adapté la méthode anglaise Incredible Edible, que j'ai traduit en français Les Incroyables Comestibles. J'ai déposé la marque pour éviter qu'elle soit récupérée par des gens qui veulent faire du profit, pour verrouiller un outil open source. J'ai créé la méthode en 5 étapes. Et tout ça s'est développé. J'ai commencé par le faire dans mon village à Colroy-la-Roche en Alsace, euh, par les bacs de nourriture à partager. Servez-vous, c'est gratuit. Et donc, ça s'est développé dans 1200 villes sur 40 pays. Et donc là, ça a constitué un réseau très, très important. Il y a une couverture médiatique sans précédent dans le monde entier. Ça a été traduit en japonais, en chinois, en russe. C'est passé dans la Pravda. C'est vraiment un mouvement mondial, hein, de nourriture à partager. Ça s'est développé dans les enfants des écoles et jusqu'à ce que on, on ait le- la cinquième étape. L'étape 1, c'est l'acte d'engagement. On se prenait en photo devant la pancarte de la commune avec nourriture à partager, Mhm. les incroyables comestibles. Étape 2, on crée sa communication, la diffusion. On crée son groupe Facebook, son blog et sa presse. Étape 3, c'est chacun fait sa part devant chez lui. Et donc, même avec une boîte de conserve dans laquelle on met un pot de persil et on met nourriture à partager et le site internet, et c'est le pouvoir des petites actions. Étape 4, on crée des actions collectives dans sa rue, dans son quartier, dans sa commune pour devenir une force citoyenne, un mouvement qui vient d'en bas et qui grandit, un mouvement ascendant. Et l'étape 5, c'est tenter de rallier le conseil municipal, que le conseil municipal ouvre l'espace public pour que ça devienne un mouvement citoyen avec le soutien public. Et à partir de là, bah, il y a une ville, puis une deuxième ville, puis une troisième ville qui ont créé l'ouverture de l'espace public et qui ont demandé, mais comment gérer ça, on n'a jamais connu ça, un, un espace de bien commun d'ouverture d'open source sur l'espace public, ça ne s'est jamais connu. Donc Ça. j'ai demandé aux Anglais, donc à Estelle Braun et surtout à Pam Warhurst, qui a créé une convention simplifiée de gestion de l'espace public dans une délégation aux citoyens responsables.
Et donc, j'ai traduit cette convention en français et on a commencé à la diffuser et ça a donné naissance au permis de végétaliser. Donc, D'accord. le responsable des incroyables comestibles de la ville de Paris, par exemple Nathan Dubois, a été recruté par la ville de Paris pour gérer le permis de végétaliser dans la ville de Paris. Et puis Incroyable. ensuite, ça a été Rennes, et puis ça a été 140 villes en France qui ont fait le permis de végétaliser, Aulnay-sous-Bois, etc. Et aujourd'hui encore, ça continue les permis de végétaliser. Donc voilà, ça a duré 3 ans et demi, 4 ans. Et au bout de 4 ans, le mouvement que j'ai impulsé, l'équipe que j'ai mis en place a explosé. Et je me suis fait lyncher en quelque sorte parce que au niveau émotionnel, les gens n'étaient pas prêts à gérer une telle pression d'un mouvement universel, international, médiatique, etc. Et Oui, donc, les égos, comme dans les éco-villages, hein, les égos ont pris le dessus et donc chacun y voyait la victoire, le pouvoir spirituel, tout ce qu'on veut. Hein. ouais, ouais. Ça a explosé. Et alors, moi, je suis passé par la dématérialisation parce que si vous travaillez, je gagnais très bien ma vie en tant que consultant politique publique, bureau d'études, et du jour au lendemain, en faisant de l'open source 7 jours sur 7 bénévolement, eh bien, on est rattrapé par les impôts, l'URSSAF, les caisses de retraite, etc., la TVA, et j'ai été liquidé. Donc, on a D'accord. saisi ma maison. Et ma maison, au bout d'un moment, quand il n'y avait plus rien, ma femme s'est tirée avec la voiture, le frigo, la machine à laver, la télé, tant mieux. Et donc, je suis passé par la dématérialisation complète. À la fin 2014, j'avais eu un feu de cheminée et donc j'avais même plus de chauffage. J'animais le réseau par 10 degrés avec des mitaines que la voisine m'avait données pour éviter que mes doigts s'ankylosent dans le froid. Eh ben, Et dis donc. j'avais même plus à manger. Donc, et j'ai décidé de faire une pause en décembre 2014 en allant à Castres faire un petit stage de développement personnel avec des gens qui partageaient cette éthique du nouveau monde qui arrive. Et là, j'ai rencontré Sabine, Ah, voilà. euh, qui, D'accord. qui est ingénieure urbaniste et, Ben, je me présente. Mm. et Sabine va se présenter et on a fait connaissance. C'était Dien Bien Phu, mon camp retranché, c'est-à-dire ça fonctionnait du feu de Dieu à l'international, partout, ça se développait, c'était génial, mais en même temps, ça s'écroulait de l'intérieur. Et donc, Sabine m'a dit, mais ce que tu as donné, tu l'as donné, tu ne peux pas le reprendre, il ne t'appartient pas. Et si tu veux, je me mets à ton service. Je suis à la retraite, j'ai une maison à Aigues-Mortes, une petite maison de ville. J'ai un bureau qui est libre. Je mets le gîte et le couvert à ta disposition pour continuer ton œuvre. Eh Et, ben, ça... euh, et à partir de là, eh bien, elle m'a envoyé un billet de train aller sans retour. Et ça a été le grand vertige pour moi de quitter ma position. Avant qu'on saisit, enfin la maison était déjà saisie, donc on devait m'évacuer. Euh, et donc j'ai dit, OK, j'ai confiance en elle, je viens. Et à partir de là, eh bien, on a imaginé d'écrire la phase 2. La phase 2, ça a été de faire la synthèse de toutes les connaissances sur la planète qui permettent la régénération des sols, la reconstruction d'un nouveau monde en open source sans moyens. Et donc, parce que je l'ai testé, ça, c'est-à-dire que la première ville à avoir expérimenté l'autonomie alimentaire, c'est la Havane avec Cuba. Ouais. Contraint forcé. Todd Morden a été la deuxième sur la planète, c'est une ancienne cité industrielle en déclin, qui a perdu, ils étaient 45 000 habitants, il n'y en avait plus que 14 000 en 2008. Et on a mis au point une méthode que j'ai testée et des Marocains m'ont contacté en 2013 en disant, voilà, vous dites qu'on peut atteindre l'autonomie alimentaire en tout lieu sur la planète, est-ce qu'on peut le tester dans un village pauvre au sud de Rabat? Dis donc. Ils n'ont ni eau ni électricité. Et j'ai dit, bah, OK, on va le tester. Et en 3 ans, ils ont atteint l'autonomie alimentaire par cette méthode-là. Incroyable. L'abondance créée par le partage et le soin à la terre.
C'était bien avant la permaculture, tout ça. Donc c'était à côté, c'était en dehors. La permaculture est un outil, est un système, une démarche systémique, mais c'est plus que la permaculture. Il y a l'agriculture naturelle, il y a l'agroécologie, il y a l'agriculture régénérative. Enfin, il y a plein de techniques. Ce n'est pas une affaire de technique, c'est une affaire de conscience. D'abord, c'est de créer, de se reconstruire à l'intérieur par un état de conscience où on devient créateur de sa réalité et on change la ligne du futur. Et donc, on l'a testé à Brachois et Brachois a atteint l'autonomie alimentaire en 3 ans. Et ils sont passés de la misère à un nouveau modèle vertueux où c'est devenu un haut lieu de l'écotourisme au Maroc. Et là, actuellement, j'ai partagé, ils plantent 35 000 arbres fruitiers chaque année maintenant. Et ils enseignent aux autres comment le faire. Et on nous a demandé si on pouvait l'enseigner dans 1000 douars au Maroc. Mais on nous a demandé en Algérie, en Tunisie, en Égypte, là sur le Liban, avec l'université du Liban, etc. C'est vraiment devenu quelque chose d'international. On a mis au point des outils, on a enseigné à Hsinchu en Taïwan et nos actions ont été traduites en chinois. Et donc, pendant 4 ans avec Sabine, on a mis au point une synthèse de. On nous a demandé, les éditions Terre Vivante nous ont demandé si on pouvait écrire un livre. Donc, on a dit oui. Il y avait une première tentative de livre avec l'ancienne équipe, ça n'a pas pu fonctionner, ça a explosé, comme j'ai dit. Et là, on a créé avec Terre Vivante, En route pour l'autonomie alimentaire, un guide de 21 actions et que nous allons enseigner à partir de ce mois de décembre. Là, on va démarrer là en même temps que vous. L'Université francophone de l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire qu'on a terminé la phase 2, qui est, on a créé les 8 conditions douces pour revenir à l'autonomie alimentaire en tout lieu sur la planète. On sait reverdir les déserts, on sait dépolluer les sols avec les plantes. Donc l'humanité aujourd'hui dispose de toutes les connaissances pour revenir à 80% des besoins actuels en nourriture en tout lieu sur la planète en 4 ans. Donc, à partir de là, si vous voyez un peu, on a donné quelques aperçus sur les films, des diaporamas qu'on met en ligne, il y a des équipes qui sont motivées de la même volonté de partager ces connaissances dans l'open source. Et c'est grâce au partage qu'on va créer l'abondance. C'est une loi. L'abondance est un absolu dans l'univers. Et donc, c'est une loi supérieure. Et si on s'en réfère, comme dit Vandana Shiva, aux lois supérieures qui gèrent le vivant, à ce moment-là, c'est la vie qui devient notre enseignante et nous, on est au service du vivant, on est la vie. Et donc, on est la voie et on est la vie en même temps, on est le processus et on n'est pas des sujets, on est des créateurs. Et donc, on est des créateurs et donc on rentre dans un processus co-créatif. Ça passe par le travail sur soi, Sabine va en parler. Et donc, phase 1, 2000, il y a une phase 0, l'expérimentation de 2008 à 2011. Incredible Edible, ils ont fait la démonstration qu'ils peuvent atteindre 83% d'autonomie alimentaire. Ça a été mesuré. Phase 0, les phases préparatoires. Donc, phase 1, de 2012 à 2014, pendant 4 ans, on a propagé dans le monde entier les incroyables comestibles. Nourriture à partager, on est allé voir au Québec ce que ça a donné, c'est fabuleux, en Belgique, en Suisse, vraiment ça a ouvert, en fait, j'ai le sentiment que ça, et j'en suis convaincu, que ça a ouvert une brèche dans la conscience de l'humanité. Ça n'a jamais été fait à l'échelle planétaire, un mouvement de nourriture à partager jusque sur la plage rouge à Moscou, en Chine, dans les magazines chinois, ça va au-delà de la politique. C'est apolitique. Et donc, ça a ouvert une brèche dans l'humanité, ça a donné la base d'un nouveau modèle civilisationnel. Oui. On a quitté le modèle de l'involution, de la dualité, de la croyance erronée de la séparation, bien-mal, gagnant-perdant. Et là, on est tous co-créateurs, co-responsables de notre devenir. Donc voilà, c'est la fin du cycle de l'involution qu'on connaît depuis des siècles et des siècles sur l'humanité. Et on a un rendez-vous depuis 2012 avec l'évolution.
Donc, on connaît le début de la base d'une nouvelle humanité, d'un nouvel homme, évolutif cette fois-ci, créateur de sa réalité, qui n'est plus victime, qui est créateur de sa réalité. Et donc là, phase 1, pendant 4 ans, on a mis les bases, on a créé les bases avec les incroyables comestibles, l'agriculture urbaine open source et le permis de végétaliser, l'ouverture de l'espace public à l'échelle individuelle et collective. Et phase 2, ça a été la feuille de route des 21 actions qui a donné l'Université francophone de l'autonomie alimentaire, autonomiealimentaire.info. Là, on a créé une base et on rentre maintenant, on va démarrer à la phase 3. Et la phase 3, ça va être la, la, la fondation de la mise en œuvre où l'homme se redresse, il devient co-créateur, co-responsable en tout lieu. Donc, on crée les outils et la phase 3, elle va avoir la particularité, c'est un mouvement à la fois vertical et horizontal qui part de soi. Il n'y a rien en dehors du soi, tout part de soi. Ah bah. Et donc, c'est un état de conscience, alors je vais dire, c'est une conscience supérieure où on va connecter avec cette conscience supérieure et c'est cette conscience supérieure qui va descendre par se connecter dans la matière par le corps de l'homme et c'est un homme supraconscient, je dirais, qui va dans la matière créer une nouvelle réalité et il a créé une nouvelle base d'une nouvelle civilisation éclairée et voilà et ces hommes-là, ils vont se connecter entre eux. Et en se connectant entre eux, on va créer le schéma directeur de la métamorphose du vieux monde dans le nouveau monde. Ah. Quel extraordinaire parcours. C'est magnifique et c'est extrêmement émouvant. Et je dois dire qu'il y a une semaine, on ne connaissait pas votre existence. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a créé cette chaîne spécialement pour vous. C'est gentil, merci. C'est exactement ce qu'on veut faire. Et nous, notre esprit, c'est le même. Vous savez, je suis métaphysicien, vous ne me connaissez pas. Par ailleurs, je suis d'ailleurs, comme vous, un ancien de Sciences Po, puisque j'ai été diplômé en 1976 à Paris. Mais pour moi, l'essentiel, c'est la métaphysique, c'est-à-dire d'abord comprendre ce que c'est que soi et comprendre que l'être est unique. Il a une seule conscience qui est partagée entre tous les êtres, quel que soit le règne de la nature d'ailleurs. Et c'est cette unicité de la conscience qui justifie l'autonomie, parce que personne n'est dépendant du monde extérieur en réalité. Et vous en êtes l'illustration d'une façon spectaculaire, surtout à travers ce travail mondial. Et ça, j'ignorais que ça existait. J'en ai entendu parler, comme tout le monde, des incroyables comestibles, mais on n'avait jamais imaginé que ce n'était qu'au début et que ça allait prendre cette ampleur. Et je serais vraiment très honoré de pouvoir participer au développement de cette œuvre, qui est l'œuvre de votre vie évidemment, mais qui est, comme vous dites, le moyen certainement de créer la révolution dans le monde, par le partage, par la joie. Ouais. La joie, c'est notre essence. Et donc, et les enfants sont nos guides, c'est-à-dire ce que j'appelle la voie de l'enfance et de l'innocence. C'est-à-dire que l'enfant est encore n'est pas impacté par l'ego à moins de 7 ans. Et donc, si on propose à l'enfant de mettre les mains dans la terre pour semer des graines et de partager, pour lui, c'est un jeu joyeux. Et donc, l'enfant possède encore cette connexion cosmique à son moi supérieur. Il est encore dans l'instant présent. Il est encore affranchi de toutes les pollutions sociétales, éducatives, des normes, du paradigme de la pensée cartésienne. L'enfant, il est dans l'instant présent. Et donc, nous, ce qu'on a mis au point avec l'équipe de l'université francophone, puisqu'on est une équipe internationale, reliée par la langue française de la francophonie, et ce qui n'empêche pas que quand on développe les programmes à Madagascar, c'est traduit en malgache, ou en chinois, ou en arabe, ou en allemand, dans les différentes langues.
On a misé sur des programmes pédagogiques avec les publics les plus fragiles. Et si on est capable d'enseigner en prison, ce qu'on a fait, on a fait un programme pilote dans une prison française pendant 12 semaines. La permathérapie, Sabine va en parler. Si on est capable de rallumer la lumière dans les yeux des prisonniers, une lumière qui est éteinte, en disant vous n'êtes pas des victimes, vous pouvez faire de la prison un lieu de reconstruction de soi, et le temps va jouer pour vous. Et à ce moment-là, le temps devient la ressource du sens de votre reconstruction. Si vous voyez ça, quand vous sortez de prison, vous devenez des héros parce que vous êtes affranchis de la victimisation et par la connaissance que vous aurez acquise et par la connexion que vous avez avec vous-même, la lumière se rallume et vous devenez des créateurs puissants. Et à ce moment-là, vous devenez des enseignants et vous n'êtes plus des victimes. Et donc là, il y a un affranchissement. Donc on a mis au point des outils pour enseigner à des enfants dans les quartiers populaires, enseigner à des personnes qui peuvent être à la rue. J'ai eu la chance, moi, à 18 ans, d'être à la rue. Et en étant à la rue, jamais je me suis senti victime. Et donc, ça m'a éduqué, naissant d'une famille, entre guillemets, on dirait aujourd'hui une famille pauvre. Ça m'a éduqué le sens de l'identification de la ressource et de voir qu'il y a l'abondance partout. Et ça, Sabine en témoigne, elle, dans nos conférences. Elle dit, François m'a appris à identifier la ressource. La ressource, c'est la biomasse. C'est la nature. Aujourd'hui, on reconstruit un sol avec de l'herbe. Et l'herbe, c'est de l'énergie du soleil qui est emmagasinée. C'est un mariage entre le ciel et la terre qui a été emmagasiné par la photosynthèse dans la matière. Le bois en décomposition, l'herbe, l'azone, le rapport carbone-azote, on sait reconstruire un sol en 100 jours. Ah oui. On a testé ce que Manazobu Fukuoka a mis toute sa vie pour dire j'ai fait 5 cm de sol en 10 ans. Eh bien, nous, ce que la forêt fait en 10 ans, c'est le faire en 100 jours. Et on a mesuré sur du béton. On a fait sur un terrain de tennis, sur du béton. On l'a fait une fois, on l'a fait 2 fois, on a fait 2 terrains de tennis qu'on a revégétalisés avec des déchets organiques, on l'a fait sur une terrasse, la marelle nourricière avec les enfants d'aigues mortes. D'ailleurs, on voit sur notre site internet, là, il y a une photo, si je peux faire le partage d'écran. Voilà, je vais faire un partage d'écran. Ah, il faut qu'on vous autorise, il faut que Génie vous autorise à partager l'écran si ce n'est pas fait. Ah bon? Voilà. Je ne sais pas, peut-être c'est fait. Oui, c'est fait, bon, c'est parfait. Voilà. Oh, dis donc. Donc, vous voyez ici, là, c'est une terrasse en béton. Eh bien, on a fabriqué le sol en 100 jours. Et on ne cultive plus en surface, mais en volume. Donc, on démultiplie et on travaille avec les meilleurs spécialistes de la planète aujourd'hui dans ce domaine-là. Et on est en capacité de l'enseigner à des enfants. Ça devient un savoir universel accessible à tous. Et donc là, quand vous êtes en capacité d'enclencher un processus d'autonomie alimentaire en 100 jours, au bout de 4 ans à l'échelle collective, à l'échelle d'une ville, ça rend obsolète le vieux monde de la gestion de la pénurie. D'accord. L'abondance par le partage avec les lois supérieures du vivant rend obsolète la gestion de la pénurie. Donc le vieux monde, il est mort. Et avec une progression géométrique, avec une progression asymptotique, vu ce que vous nous décrivez là. C'est exponentiel. C'est à une croissance 120, 130, 140. Voilà. On va revenir comme la nature, le partage d'écran. Oui, voilà, très bien. Comme la nature. Oui, la nature est notre enseignante. Voilà. C'est extraordinaire. Hein. Je vais te laisser la parole. Oui, c'est extraordinaire. Quand on a donné plus de 60 conférences internationales,
en France et dans le monde. Et à la fin de la conférence, il y a des gens qui se lèvent et qui pleurent et qui nous prennent dans les bras en disant je le savais au fond de moi, mais je ne pensais pas que je le vivrais dans cette vie-là. C'est ce que c'est en train de me faire, là. Ça me donne envie de pleurer. Ben oui, mais on ne peut pas se prendre dans les bras, on peut prendre l'ordinateur, mais pas plus loin. Moi, ça me donne envie de pleurer. Oui, nous sommes télépathes et empathes et on sent votre émotion. Sabine la sent. Sabine est télépathe, elle est empathe et elle ressent l'émotion. Pourquoi? Parce qu'on se branche sur des fréquences très très hautes. Très très hautes. Je sens les émotions. Moi, je suis tellement contente de vous avoir et d'entendre ça, mais je ne savais même pas que ça pouvait exister. Alors, c'est formidable. C'est là, c'est déjà là. Oui. Voilà. On avait raison de dire aux gens que le monde était sauvable, pas d'un claquement de doigts, mais tout de suite, ici, maintenant. On l'a expliqué dans notre livre, En route pour l'autonomie alimentaire, les 21 actions. On est allé voir tous ces experts qui sont on a un ami qui appelle ça les hommes sources. Ah oui. Ce sont des créateurs connectés à leur source et qui sont en capacité de créer cette nouvelle réalité. Et donc, on a rencontré ces hommes sources qui sont dans le partage, qui sont des créateurs, et on démontre comment on est en capacité de dépolluer les sols par les plantes avec des enfants. Sur notre site internet, on a un jeu de cartes qui a été mis au point par le fondateur de Phytorestore, c'est Monsieur Jacquet, et donc on enseigne aux enfants comment apprendre à jouer aux cartes par le jeu des 7 familles. C'est le 9e tutoriel. Ici, Thierry Jacquet, Phytorestore, nous a offert en open source un jeu de cartes qui permet d'apprendre aux enfants sur toute la planète à reconnaître les plantes pour créer une nouvelle civilisation d'enfants éclairés, éveillés, qui vont être en capacité de dépolluer l'eau, la terre, l'air par les plantes en jouant. Jouant. C'est extra. Ah oui. C'est infini même. C'est infini les possibilités. Dès lors qu'on a l'entrée de l'assiette, l'entrée de la nature, l'entrée des végétaux, il y a tout qui s'enchaîne ensuite. C'est une base de départ qui n'est pas contestable en fait. C'est assez neutre. Parce qu'on se dit, l'assiette, c'est quand même une relation très personnelle. Ça concerne chaque individu. Et ce qu'on met dans son assiette nous ouvre un champ de conscience à partir de l'assiette infini. On l'expérimente depuis pas mal d'années. Et je veux dire que ça peut être un prétexte. C'est considéré comme on le considère, nous, avec importance, comme un prétexte pour le travail sur soi, pour la reconnexion à la terre, aux autres, pour prendre soin. C'est vraiment un habillage un peu en quelque sorte. Qui est assez astucieux parce que ça n'est pas politique, c'est soi avec soi-même. Et comme on ne peut pas remplir tout seul son assiette, on a besoin des autres. Et à ce moment-là, ça nous amène à faire des choix. C'est ça. À ce moment-là, ces choix dépendent de notre niveau de conscience et surtout aussi de notre niveau de connaissance et de notre ouverture d'esprit en fonction de notre état mental. Et l'assiette, elle sera plus ou moins bien remplie en tenant compte du respect ou pas. De l'involution ou pas, de la prédation ou pas. Et donc, pour nous, c'est pour ça que c'est un travail de longue haleine, dans la mesure où, à chaque fois, on voit toutes les implications que cela entraîne sur les gens, sur les productions, sur les systèmes commerciaux et sur les territoires. Donc, ça fait le lien avec notre empreinte sur la Terre et notre assise à un endroit donné, un territoire donné qui est notre meilleur potentiel de développement à tout point de vue, qui ne se délocalise pas. Le territoire ne se délocalise pas, c'est une donnée intangible qui est neutre, qui est là
et qui ne peut pas se jouer concrètement. Enfin, on ne peut pas nous l'enlever, nous le retirer avant que la Terre explose. Hein, de manière que ça se dérobe sous nos pieds, comme on le voit avec les changements terrestres qui sont assez importants. Donc, pour me présenter, merci François, en tout cas, c'était super. Donc, moi, j'étais plutôt dans une approche très, comment dire, très rationnelle, puisque j'ai une formation d'ingénieur à la base. Alors, comme j'aime bien dire, j'ai une formation en béton armé. Donc, bien, comme ça, puisque j'étais ingénieur en génie civil. Donc, ça m'a fait chier au maximum d'apprendre le béton armé. Et heureusement, donc, j'ai pu faire en dernière année de l'urbanisme qui m'a appris à synthétiser énormément d'informations en lien avec le territoire, avec les gens, avec l'histoire, avec l'économie, avec voilà, le droit. Et donc, je me suis rendu compte, j'ai exercé pendant 36 ans au sein de l'État, puis au sein d'un conseil général, donc j'étais au service public, j'étais fonctionnaire, j'étais dans un département, d'abord dans une commune, donc j'avais l'échelon communal, l'échelon État, l'échelon communal et l'échelon départemental. Et donc ça m'a donné une approche générale donc du fonctionnement, de toute la mayonnaise sociale en lien avec le politique et le territoire. À partir de là, j'ai vu que ça dysfonctionnait lamentablement. Et quand on est dans un service public, on est au service du bien commun, de l'intérêt collectif. Donc, on est là pour le faire émerger et voilà, dans toute sa puissance. Et en fait, c'était jamais le cas. C'était jamais, comment dire, efficient. Ça paraissait être efficient, mais dans la durée, ça ne l'était pas. Et donc, on voyait un effet distordant qui nous amenait tout le temps à corriger la distorsion, qui mettait tout le temps des distorsions. Donc, je me suis vachement interrogée, quoi. Je me posais toujours des questions. Je dis pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est quoi qui cloche, c'est quoi qui cloche. Et donc, j'en suis arrivée à m'orienter vers ma recherche personnelle du fonctionnement de ça. Là. Hein, mais pourquoi les gens, ils sont de bonnes intentions, ils ont envie de bien faire, et puis finalement, le résultat, il ne va pas. Quoi. Donc, dans un premier temps, je me suis intéressée au fonctionnement humain, au fonctionnement humain, principalement mental, émotionnel. Ça m'a amené à prendre conscience des énergies à l'œuvre, et de tout ce qui se passait au-delà de nos sens. Et donc là, j'ai fouillé ça pendant tout le temps que j'avais ma fonction de mère, bosser, épouse, tout ça, quoi. J'étais assez engagée dans différents mouvements associatifs et je voyais que à chaque fois que j'étais dans une association, ça se terminait pas bien. Bon, donc je me dis, c'est peut-être pas après avoir été dans plusieurs associations, j'ai dit bon, c'est pas la voie, j'arrête là-dedans. Et jusqu'à ce que mon couple explose aussi, enfin explose gentiment, quoi. On dit bon, ok, c'est bon, ciao, c'est fini, je dois continuer ma voie toute seule, ma quête toute seule. Tout explose chez vous. Hein? Tout explose chez vous. Et même les comestibles, ça explose. Oui. Et alors, du coup, ça m'a permis de passer un certain temps seule et donc pour vraiment fouiller ce que j'avais à fouiller et à travailler. Jusqu'à ce que je rencontre François. Et là, je me suis dit, je ne connaissais pas moi du tout les incroyables comestibles, je n'en avais jamais entendu parler. Parce qu'en fait, je suis méditerranéenne de naissance et de résidence depuis toujours. Et donc, j'étais plutôt tournée vers la mer, vers la navigation et le bateau. Donc, je suis une navigatrice. Donc, c'était ma thérapie, là, d'avoir l'œil sur l'horizon, barré, en prendre plein la tronche. Et donc, la mer, pour moi, était un exutoire et c'était ma nature à moi pour arriver à supporter ce qu'il y avait à supporter, quoi. Et donc, j'étais pas reliée vraiment aux forêts, aux montagnes, à la campagne. Et c'était la mer qui me nourrissait.
Et là, François arrive, et quand on est dans quand on était dans ce stage, on est resté quelques jours ensemble dans un groupe avec plusieurs personnes. Et donc, il a présenté avec son ordinateur, qu'il a toujours d'ailleurs, qui rame comme c'est pas possible, ce qu'était la nourriture à partager. Moi, d'abord, je comprenais pas. Il disait tout le temps incredible, edible, incredible, edible. C'est blablabla, c'est quoi ce truc-là? Et finalement, quand j'ai vu les photos, j'ai compris, parce que je suis assez visuelle. Et du coup, j'ai dit, mais c'est génial ce qu'il a fait, nourriture à partager. Et moi, j'étais urbaniste, notamment parmi tous les postes que j'ai occupés, responsabilité. J'ai travaillé dans les quartiers HLM, à politique de la ville, et dans le développement social urbain. Et donc, j'étais chef de projet à mener des actions sociales et d'animation sociale et de réhabilitation urbaine, parce que c'était les quartiers en difficulté. Et donc, je me dis, mais bon sang, si j'avais eu cette clé de pouvoir, qu'on peut faire des potagers en pied d'immeuble avec des techniques relativement simples, mais j'avais pas cet outil, je connaissais pas. Et donc, quand j'ai vu ça, et j'ai vu tout le concept de nourriture à partager, j'ai dit, bon sang, mais ce mec, c'est un génie. Et donc, j'ai capté son message, parce que vous avez quand même capté là. J'ai dit, bon, mais ok, mais le pauvre, il est à la rue, enfin, il risque d'être à la rue. Donc, ok, viens chez moi, j'habite chez une copine, non, comme ça. Et puis, donc, ça a marché, ça a fonctionné. Et là, à ce moment-là, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a mis nos compétences en commun. Et donc, moi, mon côté travail sur soi, mental, émotionnel, que lui n'avait pas, il avait un peu travaillé d'une autre manière, mais il était tellement pris par autre chose que finalement, je lui ai apporté ce travail sur lui, avec tout ce qu'il a vécu comme galère, les divorces, les gosses, enfin, vous connaissez tout ça, je suppose. Oui. Les traîtres, les coups de poignard dans le dos. Ah ouais. Voilà, les faillites, machin. Voilà, les politiques et tout. Et donc, on a travaillé franchement sur le sujet, sur l'ego, sur tout ce qu'il avait travaillé pendant plus d'1 an. Il a mis au moins 1 an à se remettre comprendre ce qui lui était arrivé. Et là, on a commencé à travailler ensemble sur la suite. J'ai dit, bon, maintenant c'est bon, on va, quand il y a cette capacité de redevenir créatif, et donc c'est à ce moment-là qu'on a mis nos compétences ensemble. Alors du coup, lui, ça a amélioré sa manière de voir et de construire les choses, et moi, ça a complètement amélioré ma manière de faire passer des messages, d'intégrer les messages, et de pouvoir écrire finalement, parce que c'est c'était le support le plus aisé pour moi. Et donc, j'ai pu mettre dans un livre ce que j'avais compris, en partie, parce que c'est pas complètement achevé, bien sûr, hein, ça demande plusieurs ouvrages. Et ensuite, on nous a demandé ce livre En route pour l'autonomie alimentaire avec François, donc on a coécrit complètement ensemble. Donc, on a vraiment les deux énergies qui sont dedans. Et puis là, on est un peu en stand-by du fait de ce qui s'est passé là au niveau international. Et on sent qu'il y a des choses qui bougent et que les équipes se rallient. Les équipes se retrouvent et qu'on rentre dans une cohésion vibratoire, quoi, entre les uns et les autres. Et on a beaucoup de, dans notre travail, on est tout le temps en veille et en vigilance. On est en vigilance parce qu'on a une action publique neutre, que l'on veut qualifier de neutre, comme je vous l'ai expliqué par rapport à l'assiette. Et donc, on veut limiter au maximum les réactivités émotionnelles issues des opinions des gens et de leur ignorance. D'accord. Et donc, on y va de manière très vigilante, justement, pour ne pas être catalogué. Et à partir du moment où on est catalogué, on sait que tout ce qu'on a bâti, ça peut être vite détruit parce que le mental humain est fait de cette manière-là qu'il
il compare tout de suite avec ce qu'il sait, avec ce qu'il ne sait pas, justement. Oui, Et oui. donc, ça peut créer des écueils qu'on ne souhaite pas. Et néanmoins, il y a des ouvertures de conscience, des ouvertures d'esprit à l'heure actuelle, et donc des demandes de solutions. C'est ça. Donc, nos canaux de diffusion sont calibrés pour cela. D'accord. Par des groupes Facebook, par des témoignages. Personnellement, moi, le côté mental, émotionnel et spirituel, j'en balance quand même, petit à petit, parce que j'écris des billets. J'écris des billets et j'ai écrit La Noble Tâche, donc sur le site, mis en open source. Et donc, j'essaye de montrer, mais alors à pas doux, petit à petit, mais attention, c'est quoi qui nous fait péter un câble? C'est quoi qu'on a dans le mental qui vient nous polluer? C'est quoi notre… Donc, j'y vais par des interrogations successives et justement pour amener la science avec une nouvelle science, justement, du fonctionnement de la pensée, du fonctionnement de nos émotions, de la connaissance de nous-mêmes, de telle sorte à ce que l'interrogation soit l'interpellation, disons, soit individuelle et que donner quelques clés par ces bons questionnements pour que les personnes puissent faire ce cheminement. Et donc, dans mon rôle, moi, c'est d'aborder le comportemental. Et donc, avec une question basique, qu'est-ce qui vous empêche de passer le pas? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Donc ça, c'est une question bête, mais quand même, ça renvoie à la personne, au fait, qu'est-ce qui m'empêche? Et donc, avec le temps, là, au bout de 2 ans qu'on était ensemble, j'ai été inspirée pour écrire, elles sont descendues comme ça, les vertus. Vous trouvez tout ça, enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur notre site, les 12 vertus du travail sur soi. C'est rentré comme ça dans ma tête. Et puis, je trouvais ça très cohérent. On les a mis en forme. Elles ont été écrites au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Et là, on a fait le lien avec les bacs de nourriture à partager en mettant des affichettes avec les vertus du travail sur soi pour les gens les récupèrent, les mettent dans les bacs. Donc, c'est une manière de redressement finalement, de redressement, rétablissement de la belle individualité de la personne avant de pouvoir être collaboratif et coopératif avec d'autres. Sinon ça pète. C'est génial. Donc, voilà, ça c'est mon apport. En plus de mettre la main à la pâte, sur beaucoup de choses. C'est vraiment une mission concrète que vous avez tous les deux. Voilà. Alors moi j'ai un côté aussi un peu pendulesque. D'accord. Voilà. Donc j'ai certaines capacités qui m'aident à recevoir les informations en paquet et ensuite aller François aussi d'ailleurs. Et donc ça nous aide aussi dans les ressentis, dans les relations à développer ou pas. Et donc quand je sais qu'il faut couper, j'hésite pas quoi. C'est d'accord. Pas perdre de temps et pas. J'ai pas me sens jamais coupable de quoi que ce soit. Je sais que c'est comme ça. Et donc ça fonctionne. Des fois je me trompe, on peut se tromper, mais à un moment donné, on voit bien que la personne qui vient vers nous, si elle est au service de soi, au service d'autrui, et à un moment donné, on capte que c'est un caméléon finalement, vibratoirement, c'est dur de distinguer s'il est vraiment au service de soi ou s'il est vraiment au service de l'autre. Et donc, on navigue pas à vue comme ça. On est assez conscient de ce qui peut se passer. Voilà. Très bien, merci. En tout cas, moi, je vous ai entendus tous les deux, je ne vous connaissais pas. Et pour moi, vous êtes des modèles tous les deux. Vraiment, j'ai vraiment envie de vous faire connaître, quoi. Vraiment, voilà. Je laisse Franck parler, mais on aimerait bien que vous vous exprimiez dans
dans cette nouvelle chaîne qu'on est en train de mettre en route, parce que c'est pour ça. C'est pour que les gens ils trouvent quelque chose d'utile pour leur vie, quoi. Oui, et moi qui ai toujours quelque chose à dire, pour une fois, je suis sans voix. Et j'ai vraiment envie de mettre notre chaîne à votre disposition et j'attends vos ordres. Notre apport est assez original en ce sens que des techniques de régénération, de permaculture, tout ça, ça fait son chemin déjà depuis plusieurs années. Oui. Puisque la permaculture, ça date quand même des années 70. Et donc, il y a aussi beaucoup de formateurs en permaculture. Il y a beaucoup de jeunes qui quittent Paris, qui veulent être permaculteurs. C'est le mot permaculteur. Donc ça, ce mouvement-là, il est enclenché. Notre apport, c'est comment dire, c'est l'élargissement du champ de conscience. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont cette démarche de technicité, de technique, hein, pour produire, mais ils n'ont pas l'aspect comportemental, d'association de modes de production et de modes de vie régénératifs pour soi et pour l'autre. Et c'est ce que nous apportons, c'est une organisation sociale. Oui, c'est-à-dire, c'est comment s'organiser, comment on s'entend entre des groupes pour y arriver ensemble, que ça soit le moins pénible possible. Parce que dans l'histoire de l'humanité, l'agriculture et la production de nourriture, c'est de la souffrance. Et donc, c'est de la souffrance pour la produire, c'est de la souffrance pour la conserver, pour la transformer, et aussi pour la digérer. Et pour les conséquences que ça a après. Soit après, on est trop gros, soit on est trop maigre, soit on tombe malade. C'est très complexe. La relation à la nourriture, elle est, pour l'humanité, elle est souffrante. Donc ça, c'est ancré complètement dans le mental mémoriel, dans l'âme des hommes. Et donc, du coup, on doit démontrer que par une organisation sociologique et comportementale claire et harmonieuse, harmonieuse, à ce moment-là, cela devient beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide et les énergies circulent mieux et il y a la joie qui s'installe. Et donc, c'est notre apport. En fait, c'est l'originalité de notre apport qui en fait doit être compris et expérimenté par les gens. Donc, dans notre livre, on a proposé que les gens se réunissent à 3, au départ à 3 jusqu'à une douzaine, pour créer des groupes de transition alimentaire et faire le travail sur eux, donc avec des exercices pratiques. Donc là, ça peut être des ateliers d'autonomisation, finalement, d'abord par rapport à l'assiette. Ce qu'on a dans le placard par rapport à l'assiette. D'où ça vient, est-ce que dedans, il y a des machins, des produits chimiques, et ensuite, est-ce que c'est moi qui prends un produit brut et qui le transforme, ou est-ce qu'au contraire, c'est déjà transformé? Si j'achète un produit brut, est-ce que je sais d'où ça vient? Donc, c'est une démarche qui est pas à pas, et si on la fait seule, c'est pas très productif. Par contre, si on le fait au minimum à 3, parce qu'il faut être au moins 3, à ce moment-là, ça fait rencontrer des gens et aussi d'avoir l'effet miroir. Ah, là, j'ai pas réussi, ou là, j'arrive pas à me passer de ça. Ah oui, mais pourquoi? Viens, on y va, et en groupe. Et à ce moment-là, on peut faire des petits comités chez les gens. Donc, c'est quelque chose de très simple. Et à ce moment-là, on progresse comme ça. Et une fois que ce travail est fait, cet apprentissage entre son assiette, soi, et l'environnement et le territoire et les produits, on peut dire, tiens, ce serait bien qu'on aille voir s'il n'y a pas un jardin partagé. Ou moi, tiens, j'aimerais bien, comme je suis institutrice, j'aimerais bien amener ce programme dans mon école. Si je suis chimiste, oui, tiens, au fait, la dépollution, ce serait pas mal, je vais m'y intéresser. Donc, chacun dans sa partie peut, à partir de là, développer une compétence, toujours au service de ce qu'il va mettre dans son assiette, mais en groupe. Quand ces groupes sont formés, d'autres aussi, ça fait un peu comme des taches de léopard. À ce moment-là,
ils peuvent, il y a une synergie qui se met en place parce que les énergies à ce moment-là se connectent, hein, parce que dans les champs des égrégores, de faire ces égrégores-là, ils vont se regrouper. Ben, on peut créer quelque chose de plus important, par exemple, qui nécessite plus de personnes, comme un supermarché coopératif, par exemple. D'accord. Comme quoi d'autre, il y a des poulaillers collectifs, il y a des agoras d'agriculture urbaine, il y a plein d'actions collectives qui concourent. Et après, cette puissance citoyenne, en fait, cette prise de conscience citoyenne, elle peut être captée par le maire, et le maire ou des conseillers municipaux, ils disent putain, c'est bien ça, on va, nous, on va faire des paysages nourriciers. Hein, donc maintenant, on plantera, tout ce qu'on plantera, ce sera des comestibles. Et ainsi de suite. Et le maire, il va en parler à son conseiller général, le département, il peut se dire, bah oui. Donc ça, c'est le mouvement ascendant qui peut avoir ses conséquences par petites touches successives. Ça donne ce que ça donne, de toute façon. Hein. On ne peut pas vouloir pour les gens. Nous, on est complètement détachés du résultat. On propose et puis les gens disposent. On s'est préparé à lancer notre propre émission de radio, notre web radio, qui s'appelle Être Territoire Franc. ETF, radio ETF. Donc, on a le visuel, on a le format. Ouais, Être Territoire Franc, ETF. C'est-à-dire libre. Oui. Donc être c'est souverain, territoire franc. C'est à la fois être franc dans le sens de la liberté, mais aussi de la franchise, d'être intègre, d'être droit. D'être français, d'être connecté au territoire. Voilà. Oui. On a beaucoup travaillé et nous sommes accompagnés par un réalisateur de cinéma qui s'appelle Marc Kahn. On lui rend hommage, belle personne qui a créé un film qui a fait un tilt chez nous qui s'appelle Égual, la forêt retrouvée et qui explique dans un film documentaire fiction, un docu-fiction, il a reconstitué comment le mont Égual qui a connu la perte de son couvert végétal et donc un phénomène d'érosion, comment par l'éducation populaire, la participation citoyenne, eh bien, des visionnaires ont réussi à replanter la forêt du mont Égual. Donc là, ça a été sauvé. Et moi, j'ai dit, c'est le plus beau film que j'ai jamais vu, quoi. Donc j'ai pris contact avec ce réalisateur pour le féliciter et on est devenus des amis. Et donc Marc a proposé de nous accompagner dans notre chemin du retour à l'autonomie alimentaire et de nous filmer pour créer un film. Et de fil en aiguille, donc ça fait plus de 3 ans qu'on travaille ensemble. Donc il filme toute la progression, toute notre histoire depuis le terrain de tennis de Montcalm dans le Gard, en passant par le deuxième terrain de tennis Vidzavone en Corse et puis la présentation de notre livre. Notre livre, c'est lui, le film de présentation de lui, c'est signé Marc Kahn. C'est vraiment un réalisateur de très très grand talent, de grande sensibilité. Vraiment, on est très honorés, nous, avec les cantons autonomes aussi. Vous connaissez les cantons autonomes et solidaires? On ne connaît pas grand-chose. Hein. C'est pas trop on va vous envoyer le lien. Spécialité. Dans le chat, on vous envoie le lien au fur et à mesure de notre D'accord. discussion. Je voulais vous dire, est-ce que ça sera filmé, là, vos émissions de radio? Oui, c'est du Zoom. Et donc, quand il y a une émission, d'abord, je prépare l'émission en créant un article sur le blog pour expliquer le sujet avec un diaporama. C'est un enseignement pédagogique, d'abord. Les gens, et le diaporama, et donc sur ce blog, avec ce diaporama, il y a des liens vers les ressources nécessaires des 21 actions avec les différents experts avec lesquels on travaille dans cette francophonie. Et en même temps, Marc filme des thématiques sur les 21 actions. Comment faire une forêt comestible, comment créer une agora d'agriculture urbaine avec Claire Mauquier, avec Fabien Tournant qui reverdit les déserts, faire un jardin pilote. Comment est-ce qu'on peut atteindre l'autonomie alimentaire pour une ville en 4 ans? Donc tout ça, c'est filmé. Et donc,
il y a de la ressource pour éduquer, pour partager, apporter la connaissance, je dirais, aux groupes qui vont se constituer en France et dans le monde. Et ça a déjà démarré. Si vous allez sur Facebook, on est déjà plus de 50 000 membres, hein, donc ça fait du monde qui participent à l'Université francophone de l'autonomie alimentaire. Et donc, il y a des groupes territoriaux et des groupes thématiques. Donc, il y a un maillage très fin et très puissant de cette université francophone sur la planète. Dans peu de temps, on va couvrir l'ensemble des pays du monde. Il y aura des projets et des acteurs sur tous les pays de la planète. Incroyable. Et tout ça sans argent. Quand j'ai quitté mon boulot de consultant, je suis intervenu bénévolement. Et ensuite, j'ai touché le RSA. Et le RSA me posait problème puisqu'il y avait des contraintes des collectivités. C'était devenu une contrainte, donc j'ai démissionné du RSA il y a 2 ans. Et donc, j'ai dû apprendre à travailler sans argent, par le partage, l'open source. Alors déjà, Sabine m'offre le gîte et le couvert, c'est une forme de partage. Mais dès que j'ai un besoin, je l'exprime sur Internet. J'ai besoin de traduire un film, d'avoir une expertise. Dans la demi-heure, j'ai 5 ou 6 propositions, puisqu'on est tous connectés dans cet esprit du partage sur la planète. Donc, voilà en gros. Donc, je disais qu'il y a des groupes, il y a 7 niveaux d'implication. Donc, Marc Kahn a fait un très, très beau film expliquant les 7 niveaux d'implication qui permettent le retour à l'autonomie alimentaire en tout lieu sur la planète. Donc, ça commence par soi, niveau 1. Niveau 2, les groupes de transition alimentaire à partir de 3 personnes, comme l'expliquait Sabine, de 3 à 12. Et puis à 12, avec les voisins, on essaie, mais on fait un autre groupe parce que ça va aller un peu plus loin dans la rue, le quartier. Et donc, après, il y a les collectifs locaux de rue et de quartier de transition alimentaire, niveau 3. Niveau 4, c'est la commune. Niveau 5, c'est le département. Niveau 6, c'est l'échelle nationale. Et niveau 7, c'est civilisationnel. On a 7 chakras. Et bien là, c'est de 1 à 7, c'est du 1, du soi, jusqu'à la conscience universelle, planétaire, l'humanité. Et donc, on a fait un très gros travail cette année à la demande d'un conseil départemental, donc d'un cabinet d'un président de département en France, un grand département, nous a demandé une feuille de route pour l'autonomie alimentaire du département. Ah oui. Donc, nous avons travaillé sous mission, là, avec des experts d'un département, et nous avons écrit un schéma directeur du retour à l'autonomie alimentaire, je dirais par temps calme, c'est-à-dire un changement de cap, mais aussi en cas de rupture, par temps de crise. Et quand j'enseignais à la Fondation des sciences politiques de Paris, j'étais un formateur à la gestion de crise. Donc, je suis un spécialiste de la gestion de crise. Et donc là, je comprends pourquoi la vie m'a amené à développer ses talents, ses compétences pédagogiques sur la connaissance de la gestion de crise, la gestion médiatique, la gestion humaine, la gestion des ressources, etc. Et donc là, on a intégré que si cet hiver, au printemps prochain, il y a un collapse général en France, on a créé une feuille de route qui permettrait de ramener l'autonomie alimentaire sur les départements en 4 ans. Nous l'avons chiffré. On a fait un plan avec ces chiffrés. Eh ben. C'est-à-dire, c'est très, très précis. Donc, on est aujourd'hui en mesure de proposer aux Français, si les Français le désirent, parce que c'est une œuvre collective, c'est une action collective, comment on pourrait atteindre l'autonomie alimentaire sur la France en 4 ans. Et de fil en aiguille en open source avec le Québec, avec la Belgique, avec la Suisse, avec le Niger, avec le Mali, avec tous nos correspondants enseignants de l'agriculture régénérative, éducative et participative sur la planète, eh bien, on pourrait restaurer l'ensemble de la planète en 7 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait faire un saut quantique civilisationnel en 7 années. C'est-à-dire que, le message qu'on fait passer, c'est qu'aujourd'hui, l'humanité dispose de
toutes les connaissances pour reverdir les déserts, régénérer les sols, restaurer les milieux et refaire un jardin d'Éden nourricier sur la planète en 7 ans, si l'humanité le désire. Autrement dit, c'est une connaissance qui amène l'autonomie alimentaire en open source, c'est-à-dire c'est de l'énergie libre dont il est question. Et c'est d'être en capacité de gérer l'abondance. Pour pouvoir accueillir l'énergie libre au niveau de l'énergie énergétique, parce que l'autonomie alimentaire, la libre reproduction des semences, c'est de l'énergie libre. C'est de l'énergie du soleil qui vient par la photosynthèse se densifier dans la matière, et avec la lignine qui permet de fabriquer la cellulose, donc le bois des arbres, qui va puiser dans le sol l'eau, les minéraux par les racines, et donc par ce mariage cosmotellurique du ciel et de la terre, la vie nous donne tout ce dont on a besoin pour, en 7 ans, créer des villes qui seraient des villes nourricières. Donc on a écrit dans le livre comment le faire, tout est expliqué, tout est là. Maintenant, il suffit que les gens le décident. C'est ça. Et voir Vous n'avez qu'un seul mot à dire. Voyez ce qui empêche. Hein. Ouais, excuse-moi. Ouais. Il suffit qu'on le dise. Il y a un seul mot pour rendre ça possible. Et ce mot, c'est oui. Si on dit oui, oui, à ce moment-là, c'est possible. Et parce que la connaissance, elle est là. Donc, la feuille de route, ce grand soleil, ces 21 actions sont à la disposition de chacun. On a commencé à le traduire en chinois, en malgache. Il y a des équipes pour le traduire en arabe, etc., en allemand, en anglais. Il y a une chercheuse qui s'appelle Estève Giraud, qui nous accompagne, qui fait un doctorat à l'université d'Arizona. Un doctorat sur l'autonomie alimentaire. Elle nous accompagne depuis le début pour faire une thèse de doctorat sur ce programme d'autonomie alimentaire par l'éducation populaire et la participation citoyenne en open source, Estève, et elle a présenté, elle a rédigé des communications scientifiques sur le sujet qui vont paraître dans la presse scientifique pour dire, voilà, c'est possible. Génial, mais c'est vraiment... Il y a Yannick Rumpala, qui est professeur à l'université de Nice, nous a suivis. Yannick Rumpala, il est professeur sur la gestion du bien commun, sur les communs. Il nous a suivis, il a publié en français et en anglais sur cette agriculture urbaine open source qui crée l'abondance sur les territoires. Et donc, il y a l'université, il y a AgroCampus Ouest à Rennes, elle s'appelle Catherine Darrow, qui est professeure, à qui on rend hommage. Elle a fait un programme de recherche avec ses étudiants pour étudier comment il est possible de ramener la métropole de Rennes à l'autonomie alimentaire. Ah oui. Et son étude scientifique, elle nous l'a dédiée, elle l'a actualisée, elle l'a mise à jour et elle nous l'a offerte. Et il est sur notre site internet, on peut le télécharger. D'un point de vue scientifique, on sait comment une métropole en 4 ans peut retrouver l'autonomie alimentaire. La ville d'Amiens et sa métropole nous ont consultés pour faire une exposition pédagogique sur les 2000 ans d'histoire des ortillonnages à Amiens, depuis les Romains, et comment Amiens était le grenier à légumes du nord de la France. Et donc, on a fait une exposition pédagogique, on a fait une conférence et on nous a demandé un audit à la métropole d'Amiens. On a fait une présentation pour montrer la feuille de route, comment Amiens pourrait retrouver l'autonomie alimentaire en 4 ans. Ce qu'elle a perdu des 2000 ans, en 4 ans, on peut le retrouver aujourd'hui grâce à la connaissance. Donc voilà, c'est pas que du bisounours, c'est pas l'open source, c'est pas que voilà, on se fait plaisir. Non, il y a des études scientifiques, il y a un collège scientifique qui nous accompagne, universitaire, il y a des chercheurs. Là, dernièrement, il y a une étudiante qui veut faire une thèse pour la Sorbonne, un doctorat, nous a demandé pour reconstruire le Liban, l'autonomie alimentaire du Liban. Et donc, on a fait un groupe de travail avec Salem Ayar, qui est professeur à l'école doctorale libanaise, pour voir comment est-ce que la Sorbonne et l'école doctorale libanaise pourraient établir une passerelle avec nous, l'Université francophone de l'autonomie alimentaire, pour reconstruire les bases de l'autonomie alimentaire du Liban. C'est bien, c'est extraordinaire. Donc voilà, en gros, l'expérience, on nous a demandé
à Casablanca, à l'école centrale de Casablanca, si on pouvait l'enseigner. Il y a eu des demandes un peu là qui sont en jachère. On a été reçu à Tunis par le directeur de l'administration de l'éducation nationale tunisienne pour voir si on pouvait l'enseigner dans 1000 écoles Ah, de dis donc. Tunisie, en open source avec les enfants des écoles et les familles pauvres. Comment on pourrait faire des jardins pédagogiques qui pourraient nourrir les familles des mamans des enfants qui sont à l'école et nourrir les enfants des écoles, les écoles les plus pauvres du pays. Et En avec fait, Fabien Descamps, on a travaillé avec les protocoles et le système éducatif. Et là, le site internet de Fabien, il vient de sortir il y a 48 heures. Donc, vous commencez quand cette radio-là, la radio que vous allez faire? Vous avez prévu de commencer quand les premières émissions? On avait prévu là, concomitamment. Concomitamment avec la vôtre. D'accord, très bien. C'est une synchronicité peut-être. Lorsque la décision est prise, les moyens viennent de toute façon, puisqu'on est créateur. Oui. C'est ce qui se passe tous les jours. C'est le problème de l'univers. Hein. Ouais. D'accord. Bon, voilà en gros le plan. Donc, je disais sur notre site internet, sur l'université francophone, c'est autonomiealimentaire.info. Dans le menu, sur la colonne de droite, là, il y a rejoignez nos groupes Facebook. Donc ici, il y a les groupes de travail. Alors, ils sont pas encore tout à fait à jour, mais bon, voilà, j'envoie le lien, groupe de travail. Et donc, vous voyez les groupes de base. Et puis ensuite, il y a les groupes territoriaux, France, Outre-mer, internationaux, Belgique, France, Maroc, Taïwan, Tunisie, etc. Afrique. Il y a un paquet de pays en Afrique, en Europe, Amérique, Bolivie, Brésil, Canada, Cuba, États-Unis, Haïti, Mexique, Québec, Asie, Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Taïwan, etc. Liban, Palestine, Syrie, Turquie, enfin voilà. Et donc partout dans les groupes qui sont déjà constitués, il y a des programmes locaux, il y a des actions, il y a des gens, et régulièrement il y a des nouveaux groupes. Et je pense que d'ici le début de l'année prochaine, tous les pays de la planète devraient être pourvus du niveau 7, de 6 et 7. Autonomie alimentaire 2020, c'est le point de départ pour les 4 années qui viennent. C'est la clé de voûte, en quelque sorte. Ensuite, du niveau 7, autonomie alimentaire 2020, on passe au niveau 6, c'est les pays, 189 pays, la francophonie. Et après, il y a les groupes thématiques. Et donc, les groupes thématiques, c'est les 21 actions. Donc, il y a les ateliers de cuisine, il y a les ateliers de transformation des aliments, il y a les fermes urbaines, comment faire une forêt comestible, etc. Donc tout ça, on va couvrir, dès qu'on va démarrer, on va accompagner les gens pour expliquer ce qui se passe dans les 21 actions. Donc si quelqu'un, par exemple, veut démarrer un poulailler participatif, éducatif dans son quartier, dans sa rue, il va sur le site des poulaillers et puis ils vont pouvoir expliquer aux uns et aux autres, s'entraider et partager la connaissance. Donc, déjà, l'outil, il est autonome en soi. Ouais. Donc, les gens doivent être autonomes dans une organisation autonome. Et ce qui est extraordinaire, alors on est déjà quasiment dans de la 5e dimension, là, c'est qu'on est en multidimensionnalité. Ouais. C'est-à-dire que on peut, c'est le phénomène de la métamorphose de la chenille en papillon. C'est les cellules imaginales. Les cellules imaginales qui vont créer le schéma directeur de la transformation de la chenille en papillon, elles se connectent entre elles pour créer ce schéma directeur. Et donc, nous sommes cellules imaginales. Et donc, tout seul, ça n'est pas du survivalisme. Sabine, elle l'a dit en introduction, nous apportons une organisation sociale. Et donc, on ne peut pas atteindre l'autonomie alimentaire seul avec sa famille, si ce n'est faire l'expérience de la douleur. Oui. Et il faut faire l'attraction animale, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut tout faire. Et on s'épuise. Or, l'homme est fait pour créer une communauté intelligente. Bien sûr. Et créative. Et donc, c'est cette intelligence et cette créativité dans l'amour, dans le partage, qui va rendre possible par la volonté la mise en mouvement
de ce saut quantique évolutif où les gens vont se connecter les uns les autres et partager la connaissance. Voilà, Ouais. partager l'expérience. Donc ça veut dire que dans un groupe, si quelqu'un, je termine là-dessus, chacun possède un talent, une empreinte particulière, vibratoire, qui répond aux besoins de la collectivité dans le retour à l'unité. Absolument. C'est-à-dire qu'au départ, on est source, on est unité, on s'est séparé, divisé jusqu'à plus soif de la séparation, de l'involution, et maintenant il y a un phénomène de balancier de qui veut revenir à l'unité. Et dans ce retour à l'unité, on a tous besoin du talent des uns et des autres. Et c'est ça qu'on propose, c'est de créer cette résilience, cette gouvernance autonome, cette interface où celui qui est poète, celui qui est peintre, celui qui est jardinier, celui qui est cuisinier, celui qui est ceci ou cela, éducateur, etc., va avoir un talent qui correspond à un besoin à satisfaire de la communauté humaine, au niveau local, mais aussi au niveau global. Mais oui. Donc on agit au local et au global. C'est ça les 7 niveaux d'implication. Et à partir de là, c'est une co-création joyeuse. On a quelqu'un, Louise Gervais, puis quelqu'un d'autre, qui vont parler aussi de la philosophie Ubuntu, qui rejoint exactement ce que vous avez dit là. Exactement. Alors c'est très intéressant parce que la philosophie Ubuntu qui vient de la nuit des temps, de l'Afrique profonde, des Zoulous, etc., on s'appuie sur la sagesse des peuples premiers, le germe universel de cet équilibre de l'homme avec son milieu. Ce qu'on commence à expliquer dans nos conférences maintenant, on l'a murmuré sur le bout des lèvres, mais maintenant ça y est, puisque l'éveil arrive. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce changement civilisationnel? C'est-à-dire que dans l'involution, on a commis une erreur d'accorder de la valeur au temps qui passe. Et on a créé une économie basée sur l'argent qui a donné de l'importance au temps qui passe. Et quand on bâtit une civilisation qui accorde de la valeur au temps qui passe, comme le temps qui passe, il passe tout le temps, eh bien, il n'y a pas de limite. Donc, on a créé la bourse spéculative, le capitalisme et l'usure, et à ce moment-là, la prédation. Donc, on est dans une civilisation de la prédation. Et cette civilisation pyramidale de prédation, elle est en train de s'effondrer. Donc, il ne faut pas que les gens aient peur de quitter ce vieux modèle qui s'effondre, parce qu'il faut qu'il s'effondre, pour baser une autre civilisation non plus sur de l'importance accordée au temps qui passe, mais au temps qui est passé. Et à ce moment-là, en accordant de la valeur au temps qui est passé, on est dans une économie équitable. Je dirais, on est dans une économie du partage. On pourrait imaginer des banques servicielles. Et à ce moment-là, on revient dans l'échange de proximité des peuples premiers. Donc, ça risque d'être très intéressant, ce que Louis Gervais pourra nous témoigner. Moi, je serais intéressé à écouter ces expériences de cette sagesse profonde des peuples premiers. Très bien. Voilà, il est 12h12. Voilà. Ouais, bah super, merci beaucoup. Hein. Merci, oui, merci. Merci à vous. Inestimable. Ouais. C'est inestimable. Alors après, comment rôder tout ça? C'est chemin faisant, je crois. Hein. Ça va se faire facilement. Si vous avez envie, si vous dites oui aussi. C'est tentant de dire oui. Nous, on sera à votre disposition. Eh bien, écoutez, je pense que si on est là, c'est qu'on le sent bien, donc on vous dit oui. Eh bien, merci. Ah là là, très honoré. C'est la joie, là. Hein. On va faire de grandes choses. On propose un processus co-créatif. Donc, si les gens veulent, ça, c'est intéressant. Les gens veulent vivre l'expérience de l'autonomie alimentaire, à ce moment-là, ils vont devenir des co-acteurs du processus. Oui, ça c'est un peu automatique. Et nous, on a commencé à faire une carte de France et une carte du monde, et on va activer des balises pour dire, ah, là, il y a un groupe à Orléans, là, il y a un groupe à Amiens, là, il y a un groupe à Cahors, là, il y a un groupe à Limoges, là, il y a un groupe, et puis à Montréal, et à Bruxelles. Et ça y est, et il y a, à chaque fois qu'il y a une balise, parce qu'on va faire une carte physique qu'on va mettre en scène, comme le débarquement Overlord. Hein, vous savez, Overlord, il mettait les cartes d'état-major avec les petits bateaux.
Ben nous, on va mettre les visuels avec les groupes qui se constituent sur leur territoire autonome. Et tout ça va correspondre à des groupes réels sur Facebook où les gens vont pouvoir se rencontrer sans intermédiaire. Il n'y a plus de pouvoir. Le pouvoir, il est horizontal. On a prévu de faire en sorte pour que les gens, justement, envoient leurs adresses s'ils veulent faire partie du groupe de Limoges ou se rencontrer, justement, à Paris, etc. Donc, ça, c'est prévu. Il y aura une page sur le site pour ça. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'il y a déjà le groupe Autonomie Alimentaire Paris, donc il y a des volontaires. Donc, s'il y a des Parisiens qui nous écoutent ou un groupe à Montréal qui nous écoute, Oui. ils rentrent dans le groupe et instantanément, ils sont en relation avec les gens qui participent du même objectif, avec les mêmes valeurs. Là, nous, on a tous ces groupes Facebook qui sont déjà opérationnels. D'accord. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une connotation, là, je ne sais pas comment on dit. Concomitance. Il faut agréger voilà, ces réseaux-là avec ce que vous avez pour qu'ils puissent… et comme nous, on a déjà toute la grille, elle est déjà opérationnelle. Déjà, ça fonctionne. Il y a toute cette trame qui est là. Si c'est déjà opérationnel, c'est les gens qui nous écoutent qui vont se raccrocher à votre système. Il n'y a pas besoin de créer autre chose. Voilà. Bah oui, donc ça va très bien. Ça nous gagne du temps, il n'y a pas de problème. Nous, on voulait faire un système où les gens puissent se connecter entre eux, justement, parce que pour dire, moi j'ai telle compétence, mais je n'ai pas de terrain, moi j'ai un terrain, mais je ne sais pas quoi en faire, moi j'ai ceci. On voulait que tous les gens se connectent pour ça. Mais on n'a pas encore le système. Donc si vous l'avez, bah, c'est parfait. On va… Et il fonctionne. Il est déjà opérationnel. Génial. En plus, il est mondial, donc c'est exactement ce qu'il nous faut, puisque nous, on va être beaucoup écoutés au Canada, beaucoup écoutés à l'île de la Réunion, etc. Ouais. On peut vous envoyer un lien d'un film sur les incroyables comestibles qui a été tourné au Québec, mais c'est de toute beauté. C'est vraiment magnifique, quoi. Et on a travaillé avec des gens qui travaillent à la mairie de Montréal. Donc il y a la municipalité de Montréal, il y a François Croteau qui est maire de Rosemont, la petite patrie, qui a participé à ouvrir l'espace public pour l'autonomie alimentaire. Je veux dire, c'est là, tout est là. C'est génial. Et ben alors à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à vous en tout cas. Bonne journée. Au revoir.